Te voici, mon enfant. Tu es issu de la poussière et marche en mon jardin. Entends ma voix et sache que je suis ton créateur et que mon nom est Elohim. Cherche-moi dans mon temple pour prouver ta valeur. Et salut à tous et à toutes, c'est Johan. Salut, c'est Marion. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire de West of Time. Aujourd'hui le 7e déjà, que le temps passe vite. Quand on s'amuse, exactement. Mais du coup on se retrouve aujourd'hui donc sur ce... je m'emmêle, j'ai toujours envie de sauter des étapes, incroyable. Mais du coup West of Time, qu'est-ce que c'est? C'est-on jamais, hein, au cas où si vous arrivez sur cette série en cours de route, il y a eu 6 épisodes d'avant, il va y en avoir encore après. C'est une série qui a pour but du coup de vous présenter des jeux vidéo et de vous y faire réfléchir sur ces derniers-là, en sachant que voilà, on part de ces jeux-là pour proposer des axes de réflexion, mais on part beaucoup plus loin, et aujourd'hui d'ailleurs on va partir assez loin, mais le jeu lui-même touche un peu du doigt, de toute façon c'est cette lointitude, on va dire. Allez, on invente des mots, tout va bien. Voilà. Et du coup on se retrouve aujourd'hui sur Talos, enfin The Talos Principle, accent anglais 10 sur 10 évidemment. Incroyable. Évidemment. Donc du coup, qu'est-ce que c'est comme jeu? Est-ce que c'est difficile? Où est-ce que vous pouvez le retrouver? Et combien il coûte? On va commencer par ça. Alors combien il coûte? Je crois qu'il coûte 40€. Après ça va dépendre des plateformes, hein. Des fois selon la plateforme de jeu que vous avez, ça sera peut-être pas les mêmes prix. Il est disponible sur quasiment toutes les plateformes, si j'ai bien vu. Et niveau durée de vie, alors là par contre c'est colossal par rapport aux autres qu'on a pu donner, puisque généralement les gens disent ça sera jamais moins de 40 heures, et donc ça peut aller entre 50, 60, 80 heures pour certains. Donc c'est colossal. Mais parce que justement c'est un jeu avec beaucoup d'énigmes en fait, et vous allez le voir de toute façon avec la vidéo de fond aujourd'hui, et ce qui fait que bah voilà, en fait en fonction de votre rapidité, de votre... voilà, ça peut arriver des fois qu'on soit bloqué sur des énigmes et que vous y reveniez le lendemain et vous y arrivez tout de suite, alors que la veille vous avez passé une demi-heure dessus sans voir la solution. Donc voilà, en fait je pense que c'est pour ça aussi que la durée de vie est aussi fluctuante entre les personnes, mais tous ceux qui y ont joué l'ont trouvé particulièrement bien créé pour sa difficulté des énigmes, pour le fond aussi qui nous va nous intéresser le plus aujourd'hui. Voilà. En gros, quand vous débutez le jeu, pour faire un peu l'histoire du jeu, mais je vais pas trop vous spoiler parce qu'il y a aussi toute une mythologie derrière, et justement tout le goût du jeu, ça va être d'essayer de deviner, ou en tout cas de suivre les pistes pour essayer de comprendre où on est, qu'est-ce qui se passe et tout, quel est notre but dans ce jeu, etc. En gros, on arrive dans un monde, on est un robot, enfin en tout cas c'est le physique qu'on a, on le sait. Et on a un genre de dieu qui nous parle, qui nous dit que nous sommes son enfant, que il va nous faire il y a des épreuves qu'il nous a préparées pour nous tester, qu'il croit en nous, et que voilà, ça va bien se passer. Et nous, on va essayer justement d'avancer, de faire quelques énigmes, de répondre à ce que lui va nous demander. Et au fur et à mesure où on va avancer, on va aussi trouver des souvenirs d'autres personnes, on va trouver des écrits, on va interagir aussi avec un petit ordinateur qui va être le principal source de réflexion généralement, en tout cas pour les réflexions sur lesquelles nous on s'est basé aujourd'hui pour cette vidéo de West of Time. Et c'est à travers cet ordinateur-là, en fait, qui va interagir avec nous, on va essayer de glaner des infos. Sauf que l'ordinateur, lui, c'est une interface, et donc pour lui, on est juste un programme qui lui répond. Et donc tout son but à lui, il va essayer de nous questionner, nous, sur comment on peut prouver qu'on est humain ou pas. Ah oui, je sais pas si j'étais grande question. C'est une grande question, oui, en effet. Voilà. Sommes-nous humains? Sommes-nous humains? Et surtout que voilà, c'est ça. En plus le jeu, il est même dans c'est un peu comme Inception, tu vois, dans le sens où on joue un personnage virtuel, mais c'est nous qui le jouons. Donc en fait, faut prouver au travers du jeu que nous-mêmes on est humains, entre guillemets. Et comment on peut le prouver? Au travers de juste l'informatique, de quelques messages, etc., quoi. Et c'est toute la question un peu du jeu, en plus de comprendre qu'est-ce qu'on fait là, quel est le but de notre personnage, qui est ce dieu qui nous parle, et c'est ça. tout ça, quoi.
C'est ça, c'est un jeu qui a l'air, qui a deux pans très différents, je trouve vraiment la partie énigme, etc., qui, fait écho directement justement à ce que comment tu l'as décrit, la philosophie de l'existence. Est-ce que c'est une énigme? Est-ce que c'est une question sans réponse? Est-ce que au final c'est pas si important? Et toute la partie mythologique avec cet homme qui nous parle et nous qui au fil du jeu se posons la question de effectivement comment on fait pour répondre, qu'est-ce qu'on doit répondre, et est-ce que cette réponse elle a aussi un intérêt pour le jeu, donc c'est important. Mais voilà, la question qu'on se pose, la philosophie de l'existence. Exact. Grosse question. Un gros pavé, ouais. On le pose là, comme ça. Un gros pavé. J'avoue qu'on a un peu d'appréhension à l'aborder, mais ça devrait bien se passer. C'est ça, complètement. Mais surtout qu'il y a aussi plusieurs fins aussi dans le jeu, en fonction de ce que vous aurez découvert et de ce que vous voudrez faire, parce qu'on va vous demander des choix. Et donc ça va être de défier, par exemple, Dieu ou pas, parce que, évidemment, Dieu Tout-Puissant va nous dire des choses. Est-ce qu'on va respecter ce qu'il va nous dire, ou est-ce que on va jouer en dehors des règles, on va dire. Plus, et le côté mythologique aussi entre beaucoup en compte, puisqu'on parle justement de la vie, de la mort, de la perception, tout ça, au travers justement des ordinateurs. Mais il y a des grosses zones. Je vais pas trop spoiler, je vais juste vous parler des deux premières zones du jeu, comme ça au moins c'est bon. Mais la première, c'est une zone un peu médiévale, et la deuxième, c'est plus un peu en égyptien. Et donc ça va essayer de renvoyer aussi aux croyances de ces peuples-là, pour justement, encore une fois, toujours étoffer notre réflexion, etc. Et c'est assez cryptique, mais en même temps super intriguant. Mais vous pouvez très bien, si par exemple cette partie-là ne vous intéresse pas du tout, ne faire que des énigmes, et le jeu ne sera qu'un test pas un test de QI, mais un test pour vous travailler un peu les neurones. Mais voilà, après ça développe. Nous on est plus là pour questionner évidemment l'autre pan du jeu. Mais comme tu l'as dit, moi c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup parce que c'est somme toute classique, c'est-à-dire qu'il faut déplacer des choses, les énigmes, mais tout ce pan, questionnement justement philosophique et tout ça, parce que tu l'as dit, ça se passe à l'époque médiévale, à un moment en Grèce antique, je pense, où la philosophie aussi a été créée, etc., où on se posait beaucoup de questions, où la place de Dieu puis des dieux puis de Dieu a beaucoup changé, la place de l'homme par rapport à ça aussi. Et je sais pas, c'est un jeu qui me fait peur. mais en même temps, mais parce que c'est des questions, je trouve, qui font écho à quelque chose de très profond, et vous verrez par la suite avec toutes les recommandations qu'on va vous donner. Notamment le film Matrix qui questionne en fait notre réalité, c'est-à-dire à quel point on est sûr de ce qu'on voit et à quel point nos sens peuvent être manipulés, ou nous-mêmes pouvons les manipuler pour voir ce qu'on veut, alors qu'au final la réalité est tout autre, quoi. Donc ça fait peur. Je suis désolée de le dire, mais Marion a peur aujourd'hui. Non, mais en vrai, voilà, c'est pas un jeu effrayant dans le sens où je peux comprendre que les concepts qu'il renvoie sont lourds, mais en soi, il les parsème vraiment par petites doses, et entre-temps, ton cerveau, t'inquiète pas, il sera concentré sur toutes les énigmes, les casse-têtes, qui très rapidement, il y en a qui sont en retard, mais il y a un vrai sentiment de satisfaction quand t'arrives à les résoudre. Oui, j'imagine. Et après on peut se dire aussi que les épreuves sont aussi la complémentarité du questionnement du jeu, dans le sens où ça peut être une preuve de notre intelligence, de notre humanité, de réussir à résoudre ce genre de problèmes complexes en mettant en œuvre justement un peu tout ce que le jeu mettra à notre disposition. Je pense que ça fait partie aussi évidemment des questionnements du jeu de toute façon, et ça revient à nous demander qu'est-ce qui fait ce que nous sommes. On pose les grosses questions directes, hein. Voilà, c'est ça, complètement. Tu vois, du coup, je dirais que c'est peut-être un jeu qu'on aurait dû mettre à la fin de cette épopée, parce que ça reprend beaucoup de thématiques qu'on a abordées avant. Enfin, notre rapport à la nature, quel est le lien entre l'homme et la nature, est-ce que c'est important? Il y a certaines personnes peut-être qui spirituellement sont très attachés à la nature, etc. La question de notre rapport à l'autre, donc la question et de la solitude et des émotions, etc. La question du quotidien, du travail, du loisir, etc. Enfin, je pense que c'est bon, après peut-être que comme la philosophie de l'existence parle effectivement de l'origine, forcément parler de tout ce qu'il y a autour, ça répond directement à cette question,
Voilà. Ça parle aussi Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais, non, de toute façon, on peut pas y répondre. On pose la question, mais voilà. Mm. Il n'y a pas une réponse de toute façon, et la question est bien trop complexe. Les philosophes y pensent depuis des centaines d'années, et c'est pas pour rien. Mais évidemment, il y a aussi la question du rapport aussi à nous-mêmes, qu'on a aussi évoqué, à quel point on peut influencer les autres, etc. Et on peut aussi mettre le rapport des autres via le numérique. Parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier facilement, hein, mais le fait de passer par cet outil-là pour se relier ou autre, évidemment que ça peut être positif, évidemment que ça peut avoir des points positifs, évidemment que ça peut avoir des points négatifs, mais il n'empêche que ça change quand même quelque chose dans nos perceptions. Et là, par exemple, truc tout bête, hein, mais quelqu'un qui vous insulte sur Internet, vous voyez pas son visage, c'est pas comme si c'était quelqu'un en vrai qui vous insulte. Mais en même temps, comment vous pouvez savoir qui il est ? Vous pouvez pas le savoir. Vous avez juste, vous interagissez avec lui avec juste les quelques messages qu'il peut vous donner. Ça pourrait très bien être une intelligence artificielle qui est programmée pour envoyer des messages haineux préprogrammés à n'importe qui. Vous pourriez pas faire la différence. Et c'est ça que interroge un peu le jeu aussi, dans le sens où les personnes qui doivent prouver qu'il existe, c'est vous dans le jeu. Donc c'est intéressant. Vous êtes projeté dans cet univers-là, et tout autour de vous demande de prouver que vous existez, ou bien vous donne des choses comme acquises, etc. Et c'est à vous de tout redécouvrir, entre guillemets. Et ça que je trouve vraiment cool. Et du coup, c'est vrai que ça... Ouais. Non, mais je suis d'accord. Okay. Mais comment prouver que tu existes alors que les seules manières de... Enfin, c'est je pense donc je suis, c'est ça. Je suis sûre d'une chose, c'est que je pense, mais ça veut pas dire que j'existe. Ou alors est-ce que j'existe dans une virtuellement? Enfin, est-ce que notre réalité n'est pas virtuelle? Enfin bref, c'est impossible. C'est une question. Enfin, pour le moment, on n'a pas de moyen de savoir si les seuls arguments ou les seuls critères que l'on a sont véridiques, je sais pas quel mot faudra employer, mais aide-moi s'il te plaît, Johan. Non, mais je me suis perdue. Mais c'est vrai, en fait, je vais prendre un autre exemple, mais ça reviendra exactement à dire ce que tu veux dire, c'est juste que je sais pas comment compléter ce que tu dis comme ça, mais c'est vraiment le côté aussi, en fait, on décrit notre réalité avec les mots qu'on a. Tout comme là on est dans l'informatique, enfin dans le jeu, on ne peut interagir qu'avec ce que le jeu nous propose, et on est limité par ça, ce qui fait que évidemment que notre humanité, entre guillemets, nos pensées, etc. dépassent ce cadre-là, mais il n'empêche que on est limité par les mots qu'on peut donner, ce qui fait que si vous voulez exprimer tout sur vous, vous serez limité par le vocabulaire que vous aurez, en fait. Et donc vous pourrez pas complètement vous décrire, complètement vous prouver quelque chose que par la limitation, entre guillemets, technologique, si je puis dire, de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est muet, qui est sourd ou quelque chose comme ça, il n'aura pas les mêmes outils pour communiquer, et donc ça va changer sa perception et sa façon de communiquer, parce qu'il n'aura pas les mêmes outils pour faire passer les choses. Et si, au lieu de parler là, à l'oral, on parlait que par écrit, peut-être qu'on serait aussi limité dans ce qu'on pourrait réussir à développer. Mais après, voilà, il y a plein de tests justement pour prouver, et dans les suggestions du film, justement, il y aura ça. Qui essaye de prouver à partir de quel moment justement une IA on peut la considérer comme humaine, entre guillemets, ou comme ayant une conscience dans son niveau d'interaction avec nous, dans son niveau de complexité de pensée, etc. Bon, ça c'est un vrai fantasme de l'IA, le fait que on pense que l'IA un jour enfin moi je considère ça comme un fantasme, le fait qu'on pense qu'un jour l'IA elle aura une intelligence, une conscience propre d'elle-même et tout. Pour moi elle sera toujours programmée, même aussi poussée soit-elle, elle ne répondra juste qu'à ses programmations, et elle a pas, par exemple, je sais pas moi, les meilleurs IA du monde aujourd'hui qui font du décryptage d'images, qui font de l'imitation d'humains, etc., ils n'ont pas conscience de faire ça. Ils reproduisent juste le code qu'on leur a programmé, ils le font extrêmement bien, extrêmement vite, mais ils sont limités par ça, quoi. Mais c'est là où justement la question arrive de si notre conscience pouvait être numérisée, avec des questions, des petits guillemets évidemment numérisés, hein, à quel point est-ce qu'on resterait humain? Et surtout, comment on pourrait le prouver ou s'en assurer? Alors, encore un pavé que je dépose sur la table. Il faut définir ce que c'est. Oui, il faut définir ce que c'est qu'être humain, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi par rapport à l'intelligence artificielle. Peut-être que justement, pour le moment, on fait... c'est impossible, c'est difficile pour nous de définir ce que c'est qu'être humain. On n'a pas répondu à la première question, si je me trompe. Du coup,
on peut le décrire par le négatif, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle lui manque quelque chose de l'humanité, peut-être les émotions, les sentiments ou l'indépendance de pensée, la conscience d'elle-même, c'est ça, qui fait qu'elle n'est pas humaine. Pourtant, comme on ne peut pas définir ce que c'est que l'humanité, enfin, être humain dans tous les cas, on est coincé de toute manière. Bah, on arrive à peu Mais du près coup, je réponds pas à la question. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, on arrive à peu près à définir si un peu ce que... Alors, je pense que les philosophes ont quand même... Bon, moi, j'ai pas fait de philo depuis le lycéen, mais je crois que la philosophie a quand même réussi à peu près à déterminer ce qui, en tout cas, fait de nous des êtres conscients, humains, entre guillemets, plus que des animaux, par exemple, qui sont aussi des êtres conscients, mais pas au même niveau de conscience, entre guillemets, si je puis dire. Là où, il y a des centaines d'années, je crois que c'était Descartes qui disait que, justement, les animaux, pour lui, c'était juste comme de l'horlogerie, tu vois. Il y avait rien de entre guillemets, naturel, c'était juste... où il n'y avait pas d'émotion à avoir pour eux, puisque justement c'était juste des machines qui ne faisaient que reproduire un peu les rouages dans lesquels elles étaient. Alors que voilà, le temps a prouvé que notre vision des choses s'est un peu affinée là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que si on se numérisait, ou si on numérisait notre esprit, en fait on n'aurait plus les mêmes contraintes du monde réel. On aurait plus les mêmes... Enfin, je sais pas moi, si en tant qu'être numérique, en tant qu'IA, on a accès à Internet tout le temps, on n'a plus besoin de dormir, on n'a plus les limitations physiques, plus on a, je sais pas, une capacité de pensée beaucoup plus rapide, parce qu'on aurait des processeurs au lieu de nos neurones. En fait, on ne peut qu'imaginer ou fantasmer sur ce qu'on deviendrait, à quel point on resterait, entre guillemets, fidèle à notre matériau d'origine, si je puis dire. Et c'est un peu ça c'est un peu les questions de tout ce qu'est le transhumanisme, justement, sur à quel point on pourra nous augmenter. Et d'ailleurs, j'ai pas mis dans les suggestions, mais il y a des jeux qui s'appellent Deus Ex, qui parlent justement de ces augmentations et à quel point, justement, ça pourrait avoir des impacts d'un point de vue déjà personnel, sur notre conception de l'humain, mais aussi d'un point de vue sociétal, dans le sens où des fois il y a des gens qui seraient obligés, entre guillemets, de mécaniser, entre guillemets, certaines parties de leur corps pour qu'elles soient plus efficaces. Par exemple, je sais pas, un pianiste qui aura 3 bras, évidemment qu'il pourra forcément peut-être jouer beaucoup mieux, et peut-être que la précision elle sera beaucoup plus forte, ou on n'aura plus une oreille absolue, mais on pourra la greffer, ou avoir une petite puce qui fera la même chose. Donc, et si vous êtes musicien, vous serez obligé de l'avoir. Donc ça créerait forcément des disparités, on va dire, mais tout ça est un autre débat de toute façon. Mais vous allez voir dans les suggestions de films, il y a aussi cette question de justement de gens qui ont essayé de mettre un esprit sur internet et de se dire qu'est-ce que ça ferait, quoi. Oui, mais pour moi c'est ce qui est important par rapport à ce que tu as dit, c'est l'objectif, c'est-à-dire que si on greffe un 3e bras à un pianiste, ou qu'en tout cas on optimise sa manière de jouer du piano, l'objectif c'est de jouer du piano, il n'en perd pas son côté humain. Oui, mais puisque le côté humain dépend du degré de conscience. Tout comme un sportif de haut niveau, si on lui fait des greffes ou bien qu'il a des jambes mécaniques et qu'il court 10 fois plus vite que n'importe quel humain, en fait il sera dans une catégorie complètement à part. Bien sûr. Et moi pour moi c'est plus une question éthique qu'une question d'identité, ouais. Évidemment que la question éthique se pose énormément. Tout comme les questions sociales surtout, que ça pose, le fantasme de l'IA, c'est ça, c'est surtout de l'éthique, de la bioéthique, et puis aussi un peu de peur du futur. D'ailleurs, les voitures volantes, ça en est où? Écoute, je sais pas trop, je vais aller demander. En vrai, non, le fantasme de l'IA, je dirais pas que c'est une peur de l'avenir, au contraire. Je pense que c'est une croyance aveugle en l'avenir et en notre capacité à... c'est un peu comme quand on a créé le nucléaire et qu'on savait pas quoi faire des déchets. On s'est juste dit, on arrivera un jour, on trouvera un moyen pour le faire. Et tout comme là, on se dit, les processeurs vont tellement de plus en plus qu'un jour, il y a une IA qui nous dépassera et c'est génial. Ou il y a des gens qui vont en avoir peur. On a parlé des enfers artificiels la dernière fois. Ça rejoint complètement ça. Et donc, je sais pas. C'est justement c'est ce que Hawking appelait justement, et ce que beaucoup de gens croient, la singularité. Le moment où justement on dépassera un peu les limites de ce que nous on pense être possible, et que l'IA, que par exemple un ordinateur sera capable sera techniquement plus puissant, c'est pour ça que je dis techniquement, mais que tous les cerveaux de l'humanité réunis, quoi. Et évidemment que les questions se poseront, il y a des vraies questions de est-ce qu'on doit accepter certaines technologies ou non, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour savoir où on va, en fait. Parce que sinon, justement, quand c'est le risque des fantasmes comme ça, c'est que en fait on y va, on y court,
On sait pas les conséquences que ça a, ou on sait que ça peut avoir des conséquences négatives, mais on s'en fiche, on se dit ouais c'est bon, de toute façon s'il y a des problèmes, plus tard on trouvera une solution, et on se questionne pas. Là où justement, quand une technologie émerge, la vraie démarche, on va dire humaine, si je puis dire, c'est justement de se questionner de l'impact que ça peut avoir sur nous, de si on veut l'accepter collectivement ou non, et de prendre un vrai choix collectif, parce que sinon on laisse ça à l'économie, et l'économie, elle est pas humaine, par définition. Donc elle, si elle nous écrase, elle s'en fiche, quoi. Mais c'est vrai que du coup, on s'éloigne un petit peu des questions existentielles. C'est ça. Mais oui. Ouais. Oui, du coup, toi, tu penses que si notre conscience pourrait être numérisée, justement, on resterait quand même, on garderait notre part d'humanité, c'est juste que ça changerait la réalité autour de nous. Mais pas nécessairement nos rapports aux autres ou... J'en sais rien. En vrai, après ça reste mon avis personnel, donc complètement, voilà, de toute façon vous êtes habitués si vous avez suivi la série de toute façon avec comment moi je vois les choses. Mais pour moi justement c'est... En fait on peut pas se projeter dans ça parce que c'est pas possible de base. Mais si c'était possible, je pense que ça changerait complètement en fait notre perception. Dans le sens où quelqu'un qui ne dort plus, qui a accès à toutes les à tous les réseaux, en un instant, toutes les connaissances qu'il a envie, juste comme ça, qui peut penser 10 fois plus vite, bah forcément qu'en fait, je pense que ça... De par le fait que notre cerveau, entre guillemets, deviendrait un outil technologique, plus qu'une matière biologique, je pense que on n'aurait plus de limiteurs, entre guillemets, plus de limitations, et donc justement, on serait justement... comment dire, un peu comme l'homme, il est construit, enfin il se définit par rapport à ce qui est autour de lui. Je pense que c'est pareil pour si on numérisait notre cerveau. En gros, de par le fait qu'on serait dans un environnement numérique, avec des puces électroniques, avec des limitations techniques et tout, on passerait par le langage binaire, je sais pas, pour encoder un peu tout. Bah, je pense que notre cerveau il aurait une logique de rationalisation encore plus forte, et donc notre rapport aux autres serait différent, parce que justement, par exemple, on parlait de l'homo economicus la dernière fois, de calcul coût-bénéfice. Bah, si ton cerveau c'est une machine, même si à la base c'est toi qui le contrôle, quand est-ce que le cerveau prend, enfin quand est-ce que ce qu'on t'a augmenté ce qu'on a rajouté à ton cerveau prend le contrôle entre guillemets et dépasse ça. Et il y a un peu ça dans les films Robocop, avec le fait que on essaye toujours de lui mettre une puce pour qu'il soit plus efficace, et justement on essaye de neutraliser le plus possible sa pensée humaine pour que ce soit le logiciel qui prenne en charge à ça sans qu'il s'en rende compte. Et en fait on le voit qu'il est beaucoup moins humain, et plus il est dans le côté bon justicier entre guillemets, le vrai, et évidemment plus il est efficace aussi. Mais cette question d'efficacité, du pourquoi on choisirait de numériser nos consciences aussi, la question se poserait. Pas juste de ce que ça ferait, mais aussi pourquoi on le ferait. Oui, c'est ça. Oui, et puis est-ce qu'on en aurait conscience aussi? Parce que si au final ça devient notre réalité, on la questionnerait pas, enfin, ou alors on se questionnerait en se disant qu'est-ce que ça ferait si on n'était pas des machines. Mais enfin, je pars du principe que la société s'est construite comme ça depuis des années, et que forcément nous, si du jour au lendemain on est numérisé et qu'on en a conscience, ça changerait totalement notre réalité. Mais il n'empêche que on peut partir du principe que c'est pas le cas, qu'on n'en a pas conscience, et du coup là, on va dire comment on peut questionner notre réalité si de toute façon on n'a que ça en exemple. C'est vrai. Mais c'est pour ça et qu'on se définit seulement par rapport à ça. Oui, c'est ça en fait qui est... Et c'est pour ça que tous les films ou les jeux ou autres qui parlent de ces thématiques-là, ça reste justement un imaginaire total pour essayer de se dire qu'est-ce que ça serait. Mais on n'en sait rien en fait. Ça se trouve, en fait, on peut même pas imaginer, parce que justement on n'a pas la capacité de penser qu'on aurait... parce que peut-être que, je sais pas moi, l'IA la plus développée du monde va se dire que... justement, c'était une vidéo d'Antibiologie qui était ça, je crois. On va se dire peut-être que son but ultime de l'intelligence et tout, ça va être de regarder la série de Charmed en boucle pendant 12 ans, tu vois, genre... on sait pas en fait, parce que pour nous ça nous paraîtra peut-être illogique, mais peut-être que pour elle non, ou elle décidera d'anéantir tout le monde, ou au contraire, on peut pas prévoir en fait. Mais pour moi ça reste un fantasme total, et ça n'arrivera pas, à mon avis. Mais si ça arrive, en tout cas, on pourra, je pense, pas savoir ce qui se passera, parce qu'il y aura forcément besoin d'autorisation pour faire ce genre de choses là déjà, parce que après il y a des gens qui vont être ça fait marrer, parce que justement j'imagine un univers virtuel avec ça, enfin un univers de jeu avec justement d'un côté justement des, entre guillemets, un culte de la chair justement, et le fait de prôner notre humanité au travers de ce qui fait notre chair quoi qui fait qu'on est des bouts de viande quoi, sur pattes avec des petits cerveaux.
Et d'autre côté, justement, le fantasme de la machine et des gens qui se croiraient en justement le transhumanisme, soit biologique, mais soit aussi technologique, pour s'élever à un autre niveau. Mais je pense qu'il y aurait forcément, si un jour ça doit se faire, les questions éthiques seraient tellement fortes, je pense, qu'il y aurait des. Enfin, ce serait impossible à résoudre. Je pense qu'il y aurait trop gros clivages. Donc, soit l'économie serait trop forte et nous l'imposerait, soit je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Parce que c'est compliqué, ouais. Ben oui, non, c'est impossible de savoir. Et pour le coup, les films, ils ont quand même un regard assez négatif sur toute cette technologie, etc. Je pense que tu parlais de questions bioéthiques et tout ça. Quand on voit par exemple la question de la fin de vie, on n'est pas prêt encore à en parler. Aujourd'hui en France, il y a quelque temps, la question du mariage pour tous, c'était inimaginable. Enfin, donc on avance petit à petit avec ces questionnements. La société se recompose d'une certaine manière, des choses qui nous paraissaient impensables. J'allais dire un autre mot, mais je le dirais pas, je dirais juste impensable. Il y a quelques années, aujourd'hui, c'est la normalité, et il y a des gens qui se battent pour ça encore, même d'ailleurs. Il y a des gens qui sont contre encore, même d'ailleurs. Bon, là, on fait appel à peut-être d'autres, avec le transhumanisme, comme tu disais, un autre rapport à nous-mêmes. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais pour revenir sur les questions qu'on s'était posées, tu avais noté, toi, y a-t-il une différence entre un vécu IRL, donc dans la vraie vie, ou au travers d'un média? Est-ce que tu penses à justement l'épisode, ça devait être sur la solitude agréable, où on s'était posé la question? Je ne sais plus. Quelle question c'était du coup? Ah oui, je sais plus si on en avait pas. Enfin bref, de toute façon, la question des réseaux sociaux et du rapport aux autres via le numérique, on en a parlé un peu sur tous les épisodes, j'ai l'impression. De toute façon. Oui. Mais c'était peut-être plus sur Gris, oui, sur l'empathie et le fait qu'on puisse s'identifier à un personnage, etc. Je sais pas si tu pensais à ça. Peut-être, je sais plus. Mais la question se pose, en effet, ouais. Parce que justement, on en parlait justement un peu avec le fantasme de l'IA, mais il y a aussi le fantasme sur les jeux vidéo. On en a parlé justement, je sais plus, cette fois-ci, parce que je crois que je l'ai pas encore monté, donc ça c'est sur Florence, ça doit être sur The Last of Us, et j'ai oublié. Mais le fait que des fois on dise les jeux vidéo sont violents, ça on reviendra plus tard, de toute façon, et que du coup c'était... on considère que genre ce qu'on fait dans le jeu serait ce qu'on fait dans la réalité, tu vois. Tout comme ce qui se présentait dans le jeu, enfin voilà. On ferait un genre d'amalgame facile entre les deux. Mais on en parlait aussi sur le fait que voilà, des œuvres, même fictionnelles, peuvent nous parler, tout simplement. Et on peut entrer en émotion avec elles, et peut-être des fois même plus nous parler des fois que d'autres... que des vrais gens en fait. Et ça on en parlait sur... Je crois qu'on en parlait sur Gris ou Journey, je sais plus. Oui, sur Gris je pense. Du coup, ce qu'on pourrait en dire, c'est qu'effectivement, avec tous ces médias, que ce soit le jeu vidéo, des films, des séries, etc., on sépare un peu le virtuel et le réel en se disant c'est des personnages qui sont joués par des acteurs, c'est un scénario, etc. Mais des fois, ce scénario, il est complètement... il nous parle complètement et il devient réel parce que on le fait devenir réel avec toutes les émotions qui s'y rattachent, etc. Ouais. Donc moi je verrais les choses comme ça. Après par rapport à peut-être la philosophie de l'existence et tout ce dont on a parlé, le vécu IRL et à travers un média, ça me fait aussi penser à la série Black Mirror, qui traite quand même pas mal de ces questions-là, où on est à la place de personnages du coup qui sont mis dans des réalités alternatives. Je sais pas si on pourrait dire ça de cette manière. Et en fait elle continue de vivre comme si ça ne s'était jamais arrêté, quoi. Ouais. Mais ça pose aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ont... Attends, je vais arriver. C'est difficile. J'ai une idée, j'ai un exemple en tête, et je sais plus comment je voulais l'amener. Mais oui, par exemple, genre la pandémie, il y a eu une pandémie sur World of Warcraft, en fait, et il y a des vrais...
enfin, j'ai plus comment s'appelle le nom des scientifiques qui étudient justement les pandémies et les réactions de population dans ces cas-là, mais qui se sont rendus compte que en fait, les réactions dans le jeu étaient les mêmes, par exemple, que ce que les gens ont fait en dehors. Tout ce qui est aller voir les zones infectées et revenir pour informer les autres. Il y a des gens qui vont vouloir infecter volontairement d'autres trucs, et il y a beaucoup de gens qui ont dit non mais ça serait jamais la réalité parce que justement c'est un peu l'idiotie, parce que c'est du virtuel et tout, alors qu'en fait c'est des comportements qu'on a vraiment vu dans la vraie vie. Tout comme il y a des gens qui vont dire non mais de toute façon sors un peu, fais-toi des vrais potes, parce que sur Facebook par exemple t'as beau avoir 200 amis, tu les connais pas tes 200 amis, mais pourtant le numérique des fois ça peut te permettre de rencontrer des gens à l'autre bout de la planète, et tu peux faire des amitiés à vie, ou te marier ou rencontrer la femme de ta vie en passant par le numérique, et ça veut pas dire que ces expériences là seront moins fortes. Tout comme on a parlé des films aussi qui peuvent plus nous toucher que d'autres, alors que ces films peuvent être virtuels, alors que peut-être que vous serez complètement impassible devant quelqu'un qui va vous raconter l'histoire la même, mais en vrai peut-être que voilà ça peut beaucoup changer. Et je vois le temps qui tourne, et donc je pense que encore une fois hein, évidemment. Mais évidemment que toutes ces questions là sont genre là c'est vrai qu'on a balayé quand même très très large sur cette vidéo là, et on compte sur vous justement pour continuer à balayer dans les commentaires je puis dire, et quand on sera si quelqu'un a la réponse à qu'est-ce qui fait ce que nous sommes, hein. On veut la grande question de la vie, écoutez 42 pour ceux qui ont la référence. et puis ouais, tu veux parler un petit peu du coup de toutes les suggestions, ou je le fais rapidement? Oui, après on a quand même évoqué pas mal de choses, notamment Matrix, Ready Player One, le film qui est sorti il y a pas longtemps, qui traite aussi des jeux vidéo d'une certaine manière. La série Westworld, qui va assez loin dans justement la question de l'intelligence artificielle, etc., et de la conscience de l'humanité. Enfin, c'est une série très intéressante. Moi, je me suis arraché les cheveux parce que je regardais des théories sur Internet et je ne sais pas comment les gens ont fait pour trouver les réponses, mais ils l'ont fait. Et sinon, voilà, je te laisse les autres suggestions du coup que tu avais mises. L'intelligence collective, hein, quand on va remettre plusieurs cerveaux ensemble, c'est comme mettre plusieurs ordinateurs ensemble. Hein, on arrive à créer des trucs assez fous. Mais ouais, du coup, par exemple, pour les films, il y avait aussi Chappie. Donc on rentre pas forcément en détail là parce que la vidéo est assez longue déjà et qu'on a beaucoup de suggestions, mais on pourrait s'attarder sur chacun de ces films dans leur façon d'aborder les choses de façon spécifique, hein. Mais donc Chappie, il y avait Transcendance qui traitait aussi justement de la numérisation de l'esprit, il y avait Ex Machina que je te conseille aussi, qui est excellent justement pour comment on arrive à savoir qu'une IA a conscience d'elle-même et entre guillemets est-ce qu'on a envie qu'elle soit. Le film R que j'ai pas vu, donc HER, mais où je crois que c'est quelqu'un qui tombe amoureux d'une IA, justement. Et pour les jeux vidéo, je rajouterais peut-être juste Event Zero, qui est justement un jeu où vous discutez avec une IA, c'est en anglais par contre. Et donc en fait l'IA réagit à ce que vous allez dire et vous allez vraiment taper textuellement ce que vous voulez lui dire, et justement ce qui était intéressant avec ce jeu là, c'est que justement par exemple il y avait 3 fins parce que justement dans la programmation il y a eu une petite coquille qui fait qu'il y a eu 2 fins officielles et une autre fin qui s'est créée entre guillemets, et ça participe un peu justement avec ce fantasme de l'IA, mais c'était assez drôle à souligner quoi. Et évidemment Black Mirror qui traite à la fois d'un peu tout sur l'existence, mais aussi de l'utilisation des technologies et de ce que ça peut nous pousser à faire aussi de façon plus ou moins proche de notre monde réel. Et des épisodes qui sont beaucoup plus dérangeants justement, ou beaucoup plus proches ou loin de notre présent, on va dire. Et voilà. Je pense que c'est pas mal déjà. Si vous allez voir tout ça, vous avez de quoi vous occuper, je pense. Oui, ben moi j'ai un livre justement que j'ai commencé à lire qui s'appelle Ada et qui traite justement de l'intelligence artificielle. C'est un roman policier, donc écoutez, j'ai pas fini, mais je pense que si vous appréciez toutes ces questions-là, vous pouvez aller voir aussi du côté des livres. Et d'ailleurs, le jeu aussi D3 Become Human, si vous voulez aller voir aussi, bon, écrit par quelqu'un de CP, mais c'est pas grave. Non, j'arrête, je charrie, mais... Le temps court. Mais le temps court, c'est ça. Donc, on va se laisser pour aujourd'hui. Je vous remercie pour ceux qui suivent cette série, qui réagiront en commentaire, qui laisseront des likes, qui partageront. Donc, je vous invite évidemment à aller vous abonner à la chaîne de La Douzaine, évidemment, pour ne pas louper toutes les prochaines activités de La Douzaine, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Et puis, écoutez, nous, on se donne rendez-vous avec Marion la semaine prochaine. Exactement. Donc, merci Marion pour aujourd'hui. Merci à toi, Johan. On se dit à la semaine prochaine. Ça marche. Pour l'avant-dernier, déjà, hein.
Ça passe vite. Ça passe vite. Salut, salut. Salut.